Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis ravie de vous accueillir cette semaine et d'accueillir particulièrement Diane de Bourguédon qui est sociologue et qui, je l'espère, nous offrira encore de très nombreux livres car son ton est juste et clair. Bonjour Diane. Bonjour France, merci pour votre invitation. Une formulation précise facilite la mémorisation de nos arguments et fortifie nos démonstrations pour les débats de société qui nous attendent ou que nous avons déjà. Nous pouvons, grâce à votre livre, recevoir ces démonstrations et nous aider dans nos conversations quotidiennes sur des sujets qui nous sont chers. Nous aborderons différents sujets qui se rejoignent tous, puisqu'ils touchent à la société, une partie de la population, les prolos, abréviation condescendante du prolétaire. C'est pourquoi c'est comme ça que votre livre s'intitule « Les indésirables, prolophobie ». Vous êtes édité chez Fayard dans la collection Pensée libre, dont la directrice de collection est Sonia Mabrouk, n'est-ce pas? Absolument, oui. Alors, vous commencez fort en étant édité chez Fayard. Bravo. Merci. Petite particularité, chers auditeurs, cette semaine, nous ne parlerons pas directement de foi, mais la dimension spirituelle ne sera pas pour autant effacée. Sachez aussi que nous appellerons aujourd'hui élites ceux qui nous gouvernent, comme nous les appelons à présent, mais qui, à mes yeux, ne méritent en aucun cas cette appellation, car ce ne sont pas les meilleurs, loin de là. Ils ne recherchent ni l'excellence ni le dépassement. À présent, Diane, plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, vous dites que la prolophobie est la stigmatisation insidieuse visant le petit peuple historique, le français de souche, en somme. Alors, nous allons parler du wokisme. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de wokisme? Parce que, à en entendre certains, tout le monde n'a pas tout à fait la même définition. Alors effectivement, on parle beaucoup de wokisme depuis qu'il est arrivé en France dans les années à peu près 2010 et nous venons Oui. outre-Atlantique. Oui. C'est assez complexe à définir parce qu'effectivement, plusieurs définitions existent et elles sont toutes assez vraies en réalité. Oui. Alors pour ma part, j'en retiens que c'est la synthèse, ou en tout cas la somme de revendications de minorités se disant opprimés Oui. et se reconnaissant comme tels, et se disant opprimés par des oppresseurs dont il est assez facile de dire qu'il s'agit, enfin son portrait robot, c'est un mâle blanc hétérosexuel et si possible chrétien, ça sera toujours encore mieux pour le désigner. Alors, peut-on dire donc que cette composante anti-blanc est vraiment la base de ce mouvement? En fait, il fallait le colon, peut-être même. Alors oui, effectivement, on parle souvent d'intersectionnalité des Oui, luttes, oui. dans lequel convergeraient les minorités LGBT, tout ce qui est évidemment, qui inclut notamment les mouvements transsexuels et la transidentité, les phénomènes également de féminisme, la discrimination potentiellement religieuse, mais en réalité, la dimension qui prévaut dans le Oui. wokisme. Et finalement, il y a une sorte de, si vous voulez, de score dans l'intersectionnalité des luttes. Il y a des luttes qui valent plus que d'autres. Oui. Et assurément, la lutte des non-blancs, alors qu'aujourd'hui on a coutume d'appeler racisés, Oui. contre les blancs, est la plus forte, puisque le wokisme prétend qu'il y aurait un système entier, institutionnel notamment, conçu par les Occidentaux, en l'occurrence les Blancs, pour dominer tout un tas de minorités, et en particulier les minorités non blanches. Donc cette dimension anti-blanche, elle est absolument fondamentale dans le wokisme, et elle prend le dessus à la fin des courses sur toutes les autres luttes. Le wokisme s'immisce partout. Commençons avec la justice. En quoi la justice, enfin, qu'est-ce que la justice a à voir avec le wokisme? Écoutez, c'est un petit peu triste à dire, mais en réalité, depuis les années 70, on se souvient de la harangue de Baudot, dans lequel celui-ci incitait les jeunes magistrats à ne plus faire preuve d'impartialité, Oui. et à avoir un a priori positif. Alors il disait à l'époque de la femme contre l'homme, du salarié contre le patron, etc. Et cette logique-là, qui est une logique d'extrême gauche marxiste, je pense qu'on peut vraiment l'assurer, en fait, elle a dérivé. D'ailleurs, en même temps que toute la politique, le mouvement politique d'extrême gauche, elle a dérivé petit à petit
vers le wokisme, parce que s'il s'agit de toujours considérer qu'il y a des dominés et des dominants, Oui. eh bien, si on suit cette logique-là jusqu'au bout, le wokisme s'insère parfaitement là-dedans et on est une forme américanisée, certes, mais exacerbée. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que aujourd'hui, toute une partie des magistrats, ça ne veut pas dire bien évidemment tous les magistrats, mais Oui, une bien grosse sûr. partie de la magistrature, sans le dire et sans même peut-être se le dire, applique une grille d'appréciation des choses très fortement teintée de wokisme. Donc ça veut dire qu'il y a le bon coupable ou le mauvais coupable, heu, la bonne victime, C'est la exactement ça. mauvaise victime. En fait, vous avez les bonnes affaires et les mauvaises affaires. Oui, Donc, les bonnes affaires, hein, c'est du pain béni pour les magistrats. C'est celles qui font participer un bon coupable et une bonne victime. Donc, oui. pour le dire de manière extrêmement schématique et un petit peu exagérée, un petit peu caricaturale, un coupable blanc et une victime non blanche, mais on pourrait aussi avoir un coupable chrétien et une victime musulmane, par exemple. Oui. Alors là, dans ces cas-là, les voyants sont au vert et la justice, elle n'est pas laxiste. Alors là, curieusement, le laxisme judiciaire, là, N'existe plus. il a disparu. La loi est appliquée, les Mmh. peines sont prononcées, il n'y a pas d'allègement de peine. En revanche, lorsque le cas est inversé, que vous avez la mauvaise victime et le mauvais coupable, la justice est embarrassée et on a l'impression qu'un grand nombre de magistrats se dépatouillent comme ils peuvent en essayant de trouver tout un tas de circonstances atténuantes, allant de l'inconnaissance par les services de police jusqu'à l'irresponsabilité pénale, Oui. pour alléger les peines, voire même les supprimer quasiment. Ce qui veut dire que quand on connaît un petit peu les magistrats, on peut connaître le verdict? Bah, bien sûr, quand on connaît l'étiquette politique, Oui. alors après le problème c'est que toutes les affaires ne sont pas comparables et c'est assez difficile de vraiment classer les affaires dans un cas comme dans l'autre, mais globalement, il y a quand même un parti schéma pris. général qui ressort et à tel point que les 3/4 des Français ont l'impression aujourd'hui que la justice n'est plus Eh rendue oui. de manière impartiale. Oui, oui, oui. Ça, on l'entend très, très souvent. Pour se comment dirais-je? Se rassurer, certains disent: «J'ai confiance, dans la justice», mais on sent bien que derrière, cette confiance n'existe pas. Absolument. Alors après la justice, l'éducation nationale, qui ne soutient plus ses professeurs car elle est victime de l'intimidation ou même complice, je rajouterais, parce qu'on sait que dans le corps enseignant, c'est quand même très à gauche. La verticalité entre professeurs et parents d'élèves n'est plus dans le même sens. Hem, vous racontez, une anecdote dans votre livre, une jeune femme professeure dans le Nord, heu, qui, n'a affaire qu'aux mamans, parce que, bon voilà, les professeurs ne savent plus à qui s'adresser quand les enfants ne sont pas bien élevés. Donc ce sont des personnes qui ont, des problèmes à l'école, inversion des valeurs, comme on le disait tout à l'heure avec, le professeur, qui est finalement la personne à abattre. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation? Oui, ben, en fait, ça a été pour moi un entretien tout à fait éclairant que j'ai eu avec ce professeur d'histoire il y a quelques années. En fait, elle enseigne toujours d'ailleurs l'histoire dans une ville assez pauvre du Nord-Pas-de-Calais. Oui, Et elle me racontait la vie qu'elle avait, donc avec un problème de très faible niveau d'instruction scolaire au niveau des parents, et oui. qui se répercute évidemment, naturellement, sur leurs enfants. Et en fait, ça me paraissait pas aberrant d'entendre ça. Ça me paraissait pas non plus aberrant d'entendre parler de chômage, d'avenir bouché, et puis de problèmes de santé, enfin même je dirais socio-sanitaires presque, hein, enfin, Oui. d'alcoolisme et de choses comme ça. Mmh. En revanche, la situation qu'elle me décrit et que vous évoquiez, c'est qu'elle me disait ah ben, on ne voit jamais les pères en fait parce que comme les mères ont plusieurs enfants d'un même père, en fait, on ne sait pas du tout qui est le père de tel ou tel enfant. Donc, quand on veut convoquer les parents, On ne sait pas qui convoquer, donc on convoque la mère. on se reporte sur la mère parce qu'elle, au moins, on sait que c'est bien la mère. Et j'étais un peu effarée d'entendre ça et je lui demande mais comment se fait-il qu'il y ait autant de situations comme ça Oui, de mères. Et en fait, elle m'expliquait que la cellule familiale, la famille nucléaire, avait littéralement explosé.
que ces mères-là étaient souvent tombées enceintes extrêmement jeunes, en dehors du mariage, et puis après, s'en était suivi une sorte d'instabilité, on va dire, affective, qui conduisait à ce que une même mère, effectivement, ait plusieurs enfants, et les pères, dans le meilleur des cas, il en reste un, le dernier, il est encore là, mais dans la plupart des cas, il a complètement disparu. Et je prends conscience à ce moment-là du fait que la précarité économique dont on a connaissance dans certains territoires français, elle s'assortit d'une précarité bien... Je ne sais pas si on peut dire bien pire, mais en tout cas, une autre forme de précarité terrible, qui est une précarité, je dirais, sociale, et puis également presque un petit peu métaphysique en réalité. Les personnes, on a l'impression que tout a explosé, que rien ne tient dans leur vie. Plus aucun repère. Plus aucun repère. Et ces personnes-là ont été un petit peu livrées en pâture, en tout cas c'est mon impression, à une forme d'individualisme consumériste, mais qui ne nourrit pas la soif d'absolu qui existe dans chacun de nous. Oui. Nous allons faire une petite pause et nous retrouvons tout de suite après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous sommes aujourd'hui avec Diane de Bourguedon pour Les Indésirables, Prolophobie, paru chez Fayard, dans la collection Pensée libre. Diane, s'il vous plaît, quid de la classe médiatico-politique ? Alors, il y aurait... Vaste sujet. Vaste sujet. Alors, je ne suis vraiment pas la seule, je pense d'ailleurs, à pointer le doigt sur le comportement de cette classe-là. Oui. Il semblerait qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des bonnes affaires et des mauvaises affaires. Oui. Lorsqu'on n'en est pas au niveau de la justice, mais seulement, je dirais, dans l'étape précédente, c'est-à-dire une actualité dramatique se produit, on se rend compte qu'en réalité, les médias et les politiques obéissent exactement à la même grille d'analyse. C'est absolument sidérant, en fait. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte en écrivant mon livre. Je me disais, mais en fait, la justice est sélective, mais finalement, l'indignation, elle est sélective, l'émotion, elle est sélective, la récupération, elle est sélective, et c'est toujours dans le même sens. Il n'y a pas un changement de grille entre-temps. J'ai lu dans mon essai avec le cas de l'affaire Naël, où le président de la République, Emmanuel Macron, s'est littéralement précipité pour rebondir sur cet événement et avoir les phrases, évidemment, de condoléances qui conviennent, mais en assortissant celle-ci d'une condamnation du policier, alors même que rien n'était su de cette affaire. Oui. On peut être étonné par ce manque de la prudence la plus élémentaire. On n'a pas du tout le même genre de comportement lorsqu'on a une mauvaise affaire, une affaire qui n'arrange pas, en tout cas, le monde judiciaire et médiatico-politique. Et par exemple, le délai de réaction des médias et du gouvernement a été beaucoup plus long pour, par exemple, la pauvre petite Lola ou la pauvre petite Philippine. Ils ont fini par dire quelque chose. En fait, ils se sentaient obligés de dire quelque chose parce qu'il y a eu quand même une pression. Exactement. En fait, on a l'impression qu'ils croisent les doigts en se disant ça va passer inaperçu. Ça va passer inaperçu, on ne va pas en parler. Malheureusement, pour eux, en tout cas, c'est sans compter sur les réseaux sociaux et l'indignation populaire bien légitime qui a suivi ces drames. Et à un moment donné, ils ne peuvent pas rester murés dans le silence, ils sont bien obligés de dire quelque chose. Mais ils sont gênés aux entournures. Le monde de la publication aussi est empreint de wokisme. L'autre jour, j'étais allée chez Cultura et je me disais que dans les rayonnages, pas un livre ne m'attirait. Que vraiment, il faut faire très attention à ce qu'on donne à nos enfants et ce qu'on offre comme livre. En fait, effectivement, tout je dirais, le monde germano-pratin, comme on l'appelle, outre, je dirais, la classe médiatico-politique qui est un monde, il y a également le monde intellectuel, le monde de la littérature et de l'édition, qui est majoritairement d'une certaine couleur politique et qui s'accommode assez bien, en tout cas, du wokisme, sans pour autant en être forcément complètement convaincu. Il faut voir aussi que dans beaucoup de cas, il y a une affaire d'affichage. En fait, c'est en espérant avoir un marché plus important, mais sans conviction derrière, vous voulez dire ? Alors, il y a de ça, mais je crois aussi c'est beaucoup l'idée de faire ressortir une image de soi qui correspond à ce qui est présenté aujourd'hui, à ce qu'on attend, en termes de vertu.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que la vertu s'évalue à l'aune de l'adhésion au wokisme. Même si, au fond d'eux, ces personnes-là, ils sont indifférentes, voire peut-être même un petit peu hostiles, en affichage, ça fait bien de tenir des discours compatibles, en tout cas, avec le wokisme. Quand on a vu l'élection de Trump aux États-Unis, certains ont retourné leur veste en quelques secondes, je dirais, et on a eu l'impression d'une libération pour certains de pouvoir enfin dire que finalement ils n'adhéraient pas à ces valeurs. Et c'était assez intéressant à voir. Moi, j'ai une anecdote assez drôle à ce sujet. Je travaillais pour un... alors, avant Trump, en tout cas, je travaillais pour un cabinet de conseil américain dont je tairai le nom. Et j'y étais plus au moment de l'élection de Trump, mais j'ai un collègue qui y était encore. Et dans les 3 semaines qui ont suivi l'élection du président américain, il y avait un message qui était envoyé aux 300 000 collaborateurs dans le monde entier, disant fin des directives équité, inclusion et diversité. Dans les 3 semaines. Donc, c'est dire à quel point c'est du pur affichage, du pur marketing. C'est pour beaucoup. Hein, je ne dis pas que 100% des personnes ne sont pas intimement convaincues de la justesse du combat woke. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui en sont convaincus. Et à la limite, on peut au moins leur trouver une sincérité. Mais pour large part, je pense que c'est vraiment de l'affichage et du marketing. Alors, pour en revenir aux Blancs, comment l'élite des Français blancs, les non-racisés, comme on dit maintenant, se dédouanent d'être ce qu'ils sont? Oui, alors parce qu'effectivement, à un moment donné... le blanc attaque le blanc. Oui, exactement. Mais c'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent et on peut se dire, mais ces gens-là vivent-ils dans un espèce de situation, de paradoxe permanent et ils se lèvent le matin et se regardent dans la glace en se disant qu'ils sont hideux d'avoir en eux tous ces abominables stéréotypes. Alors, une partie, je pense, encore une fois, peut-être les militants et puis un certain nombre d'engagés dans des partis qui adhèrent clairement au wokisme, comme LFI, pour ne pas les citer. Là, effectivement, il y a des gens sincères, comme je le disais tout à l'heure. En revanche, pour tous les autres, tout ce dont on a parlé, la gauche intellectuelle, mais également, et là, je voudrais insister là-dessus, la bourgeoisie d'affaires, parce qu'en réalité... La bourgeoisie de droite et de gauche. Exactement. C'est ça qui est... Voilà, les élites, pour moi, c'est la bourgeoisie au sens large, et ça inclut également la bourgeoisie de droite, la bourgeoisie d'affaires, et encore une fois, évidemment, pas 100% des gens, mais c'est toujours pareil. Oui, bien sûr. Quand on fait une étude sociologique, on parle dans les grandes lignes. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, qui n'ont pas réellement de conviction incroyable, ont réussi un subterfuge assez fort, il faut quand même reconnaître. Ils ont réussi à s'accommoder du wokisme, qui pourtant les désigne eux-mêmes comme étant les principaux, l'incarnation du mal, parce qu'ils sont blancs, donc c'est le mal absolu. Et bien, ils ont réussi à s'en accommoder avec un subterfuge assez habile, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'auto-extraient, ils s'auto-excluent du périmètre des inculpés et ils détournent l'accusation sur des blancs, mais c'est-à-dire les blancs qui ne sont pas eux, les autres blancs. Et qui sont les autres blancs qui ne sont pas eux? Eh bien, c'est tous ceux qui ne sont pas les élites, ce sont les couches moyennes et populaires françaises. Et donc, en fait, c'est comme s'ils se rangeaient du côté de toutes les minorités opprimées, des indigénistes et des racisés et tout ce qu'on veut, enfin, en tout cas de ceux qui défendent les idées wokistes, en disant « Mais non, ce n'est pas nous, les méchants. Les méchants, c'est eux. Alors, ces gens-là, vous pouvez cracher sur eux, et d'ailleurs, nous allons également cracher sur eux avec vous. Mais nous sommes de votre côté, et vous pouvez compter sur nous dans ce combat. » C'est terrible. C'est comme ça qu'est né le beauf de Cabu, la famille Groseille, Dupont-Lajoie, les Bidochon et plus récemment les Tuches. Voilà, vous avez exactement cité tous ces personnages-là. En fait, petit à petit, dans les années 80-90, est arrivé toujours des États-Unis le politiquement correct. Et à partir de ce moment-là, le périmètre de l'humour autorisé a commencé petit à petit à être grignoté, en fait, à se restreindre. Et dans ce contexte-là, la figure du beauf, qui existait déjà auparavant avec donc, Cabu, comme vous l'avez dit, est finalement, dans ce périmètre très restreint de l'humour, elle est devenue le seul reliquat, en fait, sur lequel, là, on peut se défouler
sans aucune retenue. Il n'y a pas de ligue antiraciste qui va venir vous embêter, il n'y a pas de lobby LGBT qui va venir vous taper sur les doigts. Le beauf, ils n'ont pas de lobby, en fait. Et vous n'allez pas vous retrouver non plus à la 17e chambre correctionnelle pour avoir ri grassement sur les gens qui ne sont rien, sur les sans-dents et autres Gaulois réfractaires. Et donc, c'est comme s'il y avait un boulevard qui était offert finalement. Alors ça, c'est très vrai dans le monde de l'audiovisuel au sens large, hein, donc les séries télévisées, le cinéma, mais également beaucoup les spectacles humoristiques. La figure du beauf, c'est ce que j'appelle dans mon livre la figure universelle du défouloir. Alors là, vraiment, le beauf, on peut y aller, il n'y a pas de problème, et de toute façon, on risque rien. Et c'est d'une violence incroyable. En réalité, comme en plus, tout le monde a le droit de se moquer des beaufs, donc c'est tout le temps, ça fait des années. Et comme ça se cumule, ce dont on parlait tout à l'heure, avec l'indignation sélective des médias, des politiciens qui s'attristent pour certaines affaires et ont l'air de se moquer un petit peu des autres, et puis la justice qui tape toujours sur les mêmes, ça commence à faire beaucoup, en fait. C'est-à-dire que si ce n'était que quelques moqueries de temps en temps, mais c'est tout le temps. Et vous avez également le monde de la publicité qui ne se prive pas de surenchérir en faisant des publicités où le personnage, alors l'homme blanc de 50 ans, est ridiculisé. Alors, en particulier quand il est issu des classes moyennes et populaires, il est complètement ridiculisé. On peut se moquer de lui à longueur de journée, mais au bout du compte, ça crée un vrai mal-être en réalité. Vous évoquez les Gilets jaunes et vous dites que si leur mouvement n'a pas eu le succès, c'est que finalement les gens ne sont pas écoutés. Clairement, il y a eu, on voit en tout cas dans la façon dont la répression policière est exercée, évidemment en obéissant aux instructions qui leur viennent de l'exécutif, bien entendu. Des élites. Des élites. Des dirigeants, la répression est complètement différente selon que vous avez affaire à... j'en parle pas dans mon livre, mais avant les gilets jaunes, il y avait les bonnets rouges, donc les bonnets rouges, les gilets jaunes. Tout récemment, le mouvement des agriculteurs. Oui. Vous avez des images tout à fait frappantes, en fait. Vous avez des images de CRS ou de gendarmes, je ne sais plus, qui avancent en rang serré, comme ça, une espèce de cadence un peu militaire, face à des paysans qui défendent leur cheptel avant qu'ils se fassent massacrer. Les images, symboliquement, c'est fort. Oui. Et quand vous comparez ça à la façon dont sont traités les voyous de banlieue ou les black blocs, les mouvements d'extrême gauche, vous voyez bien que c'est pas du tout pareil. Vous voyez bien que le pouvoir craint certaines personnes et craint les émeutes dans les banlieues. Voilà, alors c'est ça en fait, la vérité. Absolument. Alors moi je pense vraiment qu'en réalité, aujourd'hui, l'État craint certains types de populations et finalement, quand on est craint, on est respecté. Oui. Et c'est malheureusement, c'est le plus fort. C'est le plus fort. On revient en fait à presque, je dirais, des rapports de nature en réalité. La nature, en tout cas, la force reste un argument. Et face à des populations dont on n'a pas peur, dont on ne craint rien, on peut user de la force. Alors, ça n'a rien à voir avec les couches populaires et moyennes, mais il faut aussi se rappeler de la façon dont la Manif pour tous, dont les militants avaient été maltraités. Oui. En réalité, ils savaient très bien que ça n'allait pas générer le chaos dans la rue en France. Donc, ils ont pu y aller et pas de main morte, en réalité. Oui. Et apparaître en Robocop, ce qui fascinait davantage les plus jeunes enfants. Ça ne les impressionnait pas dans le sens où ils en avaient peur, mais oui. À lire et écouter ce que disait Georges Marchais, ça nous rend presque nostalgiques. Car finalement, le communisme français était bien moins virulent que ce wokisme que nous avons actuellement. En fait, ce qui se passe, c'est que la gauche de Georges Marchais se souciait du sort des Français et des plus défavorisés, en l'occurrence. Oui. Et c'était même le cœur de son projet politique. Oui. Mais petit à petit... c'est très documenté tout ça, mais petit à petit, la gauche s'est écartée de ces classes-là. Alors ça a commencé par la gauche culturelle au lendemain de mai 68, où les intellectuels ont été déçus
par le comportement des ouvriers qui ne les ont pas véritablement suivis dans, dans leurs envies révolutionnaires. Et de là, la gauche s'est progressivement séparée. Et puis, ce qui a vraiment peut-être emporté le tout, c'est la vague wokiste. Et il faut avoir conscience aussi que la puissance de cette vague, elle s'explique beaucoup par la contagion dans les milieux universitaires. Et d'ailleurs, c'est probablement là qu'elle est arrivée en premier des États-Unis. Mais pas que. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est ce qu'on appelle le soft power américain, donc le pouvoir doux, qui est diffusé subrepticement au travers des séries télévisées américaines et du cinéma américain, Netflix et compagnie, auxquelles les plateformes de vidéos à la demande se sont beaucoup démocratisées dans les années 2000. Et bon, moi-même, je ne suis pas abonnée à Netflix, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, pendant toutes les années précédant Trump, ça c'est sûr, l'essentiel des contenus proposés, séries ou films, était imprégné de wokisme. Oui. Et avec ça, vous faites une contamination mentale d'une puissance de feu, en fait, en réalité. Oui. Alors, nous avons encore beaucoup de choses à dire. Donc, je propose à nos auditeurs de poursuivre la semaine prochaine, puisque ce serait vraiment dommage de ne consacrer encore qu'une minute pour tout le reste. Donc, Diane, si vous l'acceptez, continuons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, pour parler des indésirables, prolophobie de Diane de Bourguedon.